Cher professeur, chers Oui, étudiants, bonjour. bonjour. Aujourd'hui, c'est la 7e conférence dans la série des conférences intitulée Les discussions mathématiques franco-marocaines, organisée par le laboratoire de recherche analyse numérique et analyse non linéaire de la faculté des sciences de Tétouan, Université Abd El Saadi. Et le laboratoire analyse, géométrie et application de l'Université Sorbonne Paris-Nord en coordination avec le professeur Benoît Ritou. Mes remerciements vont aussi à tous vos collègues du laboratoire L'Ardeza pour leur sérieux engagement pour faire réussir les discussions mathématiques franco-marocaines, notamment le professeur Farahi pour son suivi à la diffusion des discussions mathématiques via les réseaux sociaux et la chaîne YouTube L'Ardeza UAE. La conférence d'aujourd'hui sera animée par le professeur Faisal Ben Khaldoun sous le thème le calcul scientifique et ses interactions. Avant de présenter la biographie de notre cher conférencier, je passe la parole à mon collègue, le professeur Benoît Ritou, pour dire un mot à propos de la conférence d'aujourd'hui. À vous la parole, Benoît. Bien, merci Arish. Bonjour à tous. Bonjour à ceux de France et ceux du Maroc pour ce nouvel exposé des discussions mathématiques franco-marocaines. Donc c'est avec plaisir qu'on va recevoir Faisal aujourd'hui, qui fait partie du LAGA et qui va nous faire un exposé notamment sur les volumes finis, qui sera peut-être un petit peu en prolongement de celui qu'on avait écouté il y a quelques temps de Mohamed Saïd. Donc je vous rappelle que en principe l'exposé lui-même dure tout compris 1h30, c'est la durée maximum de l'enregistrement qui nous est possible. Donc on a 3/4 d'heure, 1 heure pour la conférence elle-même, et ensuite une séance de questions. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à poser des questions sur le chat si vous voulez, puis elles seront posées à la fin les unes après les autres. Ceux qui préfèrent pourront les poser en direct à la fin de l'exposé. Voilà, donc merci à tous. Harry, je vous repasse la parole. Merci Benoît. Alors le professeur Faisal Ben Khaldoun est un professeur de classe exceptionnelle en mathématiques appliquées à l'USBN, Université Sorbonne Paris-Nord. Il est porteur de plusieurs projets industriels et ancien responsable de la modélisation de la science, équipe de calcul au sein du laboratoire de mathématiques, analyse, géométrie et application de l'Université Sorbonne Paris-Nord. Il est aussi chef de projet du bureau international à UETV USBN. Ses enseignements ont couvert tout niveau académique, de la LA au doctorat, en passant par l'INSA de Rouen, plusieurs DEA et masters en France, Maghreb, autres institutions internationales. Il a obtenu successivement une thèse de doctorat à l'INRIA, Sofia, Antipolis, en 1988, une thèse d'État à l'école Mohammedia d'ingénieurs et habilitation à diriger des recherches à l'Université de Rouen. Autour de plus de 130 publications, dont 50 articles dans des revues internationales à comité de lecture. Dans JCP, International Journal Lunaire, MET, Computationnel et Fluide, CMAM et autres. Faisal Ben Khaldoun a conçu et organisé le premier symposium international FVCA en 1996. Ses intérêts de recherche incluent l'ingénierie numérique, sciences, géométrie computationnelle et structure de données complexes, systèmes hyperboliques et méthodes adaptatives à volume fini. Il a encadré une vingtaine de thèses de doctorat et des habilitations à diriger de recherche et une centaine de masters et projets d'ingénieurs. De plus, le professeur Ben Khaldoun était professeur associé à l'Université Polytechnique Mohammed VI de 2017 à 2019, au cours de laquelle il a succédé au professeur Driss Ouazat pour structurer les systèmes complexes, département ingénierie et systèmes humains, lancement de programmes de recherche. Un bachelor en data science, un master en data science et un master en avancée modélisation hybride et calcul scientifique, à la fois comme formation initiale et comme formation des cadres. Voilà une biographie très résumée de notre cher conférencier Faisal Ben Khaldoun. À vous la parole. Merci. Merci Arish, merci Benoît, merci à tous les présents. Je vais donc commencer ma présentation qui, donc, comme son nom l'indique, se veut, disons,
une manière de montrer ce qui se fait dans le calcul scientifique, notamment au LAGA, en rapport avec, disons, d'autres disciplines, d'autres collègues ou physiciens ou informaticiens, etc. Et donc, j'ai cité un certain nombre de collaborateurs ici, donc pardon pour les autres. Il m'aurait fallu plusieurs pages peut-être si je devais mettre vraiment tout le monde dans le détail. Il y a plein de doctorants, qui sont devenus des collègues maintenant, etc. Donc, voilà, voilà, c'est un travail d'équipe évidemment comme toujours. Et donc, l'objectif, encore une fois, c'est une vue panoramique. On ne rentrera pas dans les détails, évidemment, de chaque problème, mais de montrer un petit peu ce qui se fait. Et en interaction, justement, avec un certain nombre de collègues. Je vais rentrer tout de suite c'est la présentation des différents problèmes que je vais essayer de traiter. Vous voyez, j'ai mis les années pour qu'on voit que, en fait, c'est vraiment un panorama qui retrace un certain nombre de travaux. Évidemment, le travail a commencé bien avant 2004, mais disons les points saillants, on va dire. Dans ce premier point, je vais rapidement montrer un travail qui avait été fait avec le professeur Roland Borghi, qui est un chercheur éminent en combustion, en énergétique. Il a proposé notamment de nombreux modèles de turbulence, etc. Et il s'était intéressé au problème de la flamme triple, en fait. Un problème dont il avait conjecturé lui-même l'existence, quand il y a au sein d'un moteur à combustion, par exemple, on s'intéresse à l'inflammation d'une gouttelette en particulier, parce qu'évidemment, derrière ça, il y a des enjeux d'économie d'énergie, etc., que vous pouvez imaginer. Eh ben, vous avez le système de Navier-Stokes classique avec ses variables classiques, la densité, la quantité de mouvement, l'énergie, plus évidemment la partie chimie, réaction chimique, les réactants, l'oxygène, le fuel et l'oxygène. Et donc, il avait conjecturé ce phénomène, mais il n'y avait pas de preuve, évidemment, sur l'apparition de ce phénomène de flamme triple, qu'on appelle la flamme triple, qui en clair, c'est une sorte de forme de champignon, c'est-à-dire on voit apparaître deux flammes, une flamme de diffusion, une flamme de prémélange, et donc ce n'est qu'en utilisant ces méthodologies de raffinement dynamique de maillage, dans le cadre de schéma volume fini sur maillagement structuré, qu'il a été possible donc de simuler et de voir apparaître ce phénomène de flamme triple que vous ne pouvez capturer que grâce à cette méthode, et surtout en 2004 avec les moyens de calcul et la puissance de calcul existante. Il est évidemment hors de question d'utiliser un maillage raffiné partout, parce que ça serait des temps de calcul absolument impossibles. Et puis un maillage qui aurait cette finesse-là, par exemple, ne capturerait pas le phénomène. Donc, je passe rapidement, mais pour dire l'apport de ces méthodes-là, en ce temps-là déjà. Et ces méthodes sont basées en particulier sur un gros travail dans le domaine de la géométrie algorithmique, qui consiste justement, c'est relié en fait à ce qui se fait actuellement en sciences de données, etc., des notions de voisinage, des notions relativement complexes quand même pour arriver à ce type de résultat. Voilà donc le premier travail que je voulais rapidement évoquer. Alors, le deuxième travail, je situe autour de 2007. Évidemment, les dates sont indicatives, mais ça permet un petit peu de se situer. C'est un schéma volume fini que j'avais proposé et qui a été développé un peu plus dans le cadre de la thèse du professeur Sahmim actuellement. Quel est l'enjeu? À ce moment-là, j'avais une collaboration assez régulière avec l'ENS Cachan, au CMLA. Et donc, au CMLA, on s'intéressait beaucoup aux écoulements diphasiques, particulièrement gaz et eau, c'est-à-dire l'enjeu était autour des centrales nucléaires, de la possible problématique d'accident dans une centrale nucléaire. Et donc, vous pouvez avoir, à un moment donné, un système où il y a un liquide et un gaz. D'accord ? Et ces systèmes-là sont en fait représentés par des systèmes qui ne sont pas hyperboliques. D'accord ?
vous pouvez avoir un système, voilà. Par exemple, ici, je montre le système. Nous avons un taux de vide de la vapeur, enfin un taux de présence de la vapeur et un taux de présence du liquide. D'accord? Et donc, vous allez avoir un système, là on considère un système isotherme, donc il n'y a en fait que la densité et la quantité de mouvement. Et il se trouve que le système n'est pas hyperbolique. Alors, quand le système est hyperbolique, on sait écrire des solveurs, notamment basés sur les solveurs de Riemann, exacts ou approchés. Mais les solveurs de Riemann supposent que vous puissiez avoir donc, une jacobienne du système, hein, la matrice jacobienne du système, qui soit diagonalisable dans R. D'accord? Alors qu'ici, en fait, vous pouvez avoir des valeurs complexes. Donc, comment faire? Dans la mesure où, voilà, il y avait un blocage à ce niveau-là. Donc, la plupart des systèmes, en fait, des schémas volumes finis qui sont écrits sont basés sur le fait d'intégrer autour, en fait, d'un petit domaine, on va dire, dans le domaine spatio-temporel, hein, d'un petit carré dans le domaine spatio-temporel, ce qui nous mène à une équation, un schéma de ce type-là, où il s'agit d'approcher le flux physique à l'interface par un des schémas possibles. Et la plupart des flux numériques proposés consistaient à approcher directement le flux. Alors l'idée que j'ai proposée à cette époque-là, c'est au lieu d'approcher directement le flux, c'est d'approcher plutôt l'état. Hein, l'état qui serait en fait... alors, pour un problème de Riemann classique, ça serait la résolvante de Riemann, c'est-à-dire vous avez une solution autosimilaire, et donc vous pouvez écrire les choses sous cette forme-là. Et donc, au lieu de passer par une résolvante de Riemann, encore une fois, trouver un autre moyen de faire. L'autre moyen de faire, alors j'illustre ici un peu ce qui se passe. Hein. Vous pouvez avoir donc une configuration comme celle-là, un schéma volume fini, c'est par définition une fonction donc, qui est constante par morceau, donc une valeur à gauche et une valeur à droite. Et vous pouvez voir se développer une structure à partir d'un instant donné, par le fait d'avoir un problème de Riemann de ce type-là. Alors, au lieu de chercher à résoudre par une résolvante de Riemann, l'idée c'était de dire, je refais, donc, l'idée principale c'est d'approcher l'état, encore une fois, à l'interface. Alors, de quelle manière on peut approcher cet état à l'interface? Alors, une manière c'est de recréer un petit carré dans le domaine spatio-temporel, de réintégrer sur ce carré-là, ce rectangle-là, et d'en déduire une valeur donc, à l'interface x plus 1 demi. Donc, bon, ce schéma s'est développé, a été écrit, et pour résumer les choses, on est arrivé à cette expression-là, donc sous la forme d'un prédicteur-correcteur finalement. D'abord, vous approchez l'état intermédiaire, ensuite, vous écrivez évidemment la formulation de volume fini. Bien sûr, donc, nous avons besoin pour avoir l'aspect conservativité du schéma. Mais toujours est-il qu'ici, finalement, on se débarrasse de la problématique de l'hyperbolicité. Pourquoi? Parce que vous voyez apparaître ici un signe d'une matrice, en fait, mais cette matrice-là n'est pas forcément la matrice jacobienne exacte du système. Ça peut, en fait, être une matrice approchée, et en particulier, donc, elle, diagonalisable, et donc, on outrepasse cette problématique-là de l'hyperbolicité. Donc, ce schéma a été utilisé plusieurs fois depuis. Sur un cas, par exemple, du système de shallow water avec donc un fond qui lui-même est discontinu. Donc, on a finalement un problème de Riemann total, à la fois sur l'état, sur les variables de shallow water qui sont en fait, en gros, à la hauteur d'eau et la quantité de mouvement, et sur le fond, sur le terme source, qui est lui-même une discontinuité. Pour ce problème, on avait développé avec Francisco Alcrodo une des premières solutions exactes, je pense, de ce type de problème. C'est un travail qui a beaucoup été cité. Et donc, on peut comparer la solution exacte avec ce que donne notre schéma numérique et on constate plutôt un bon comportement avec notamment un bon comportement de convergence. Alors, on a appliqué un vrai problème qui, lui, n'est pas hyperbolique, qui est connu, qui est le robinet de Ransom. Le robinet de Ransom, en fait, imaginez, vous ouvrez votre robinet d'eau chaude, en gros, c'est ça, vous avez l'eau et la vapeur en même temps,
Hein, vous avez le comportement au cours du temps, vous connaissez le filet d'eau que l'on voit. Et donc, ce problème a été simulé par divers schémas, dont celui que j'ai proposé. Et ma foi, il se comporte plutôt bien, notamment quand on raffine le maillage. Parce que le souci avec ces problèmes qui ne sont pas hyperboliques, c'est que pour le schéma classique, dès que vous raffinez le maillage, ben, ça bloque parce qu'on voit apparaître justement l'aspect non hyperbolique avec des oscillations, des perturbations. Bon, ici, on contrôle un peu le phénomène, on voit quand même que ça passe en dessous un peu ici, mais ça reste contrôlé. Voilà donc pour ce schéma SNRH qui, par la suite, encore une fois, a été beaucoup utilisé, y compris dans le cadre de problèmes qui, eux, étaient par exemple hyperboliques, mais avec terme source. Donc, on était dans le cadre de systèmes non homogènes. Et donc, l'utilisation de ce schéma-là se justifie. Alors, parmi les problèmes donc, aussi auxquels on s'est intéressé, c'est les problèmes d'écoulement au milieu poreux. Alors ça, c'est un travail que j'ai eu à faire avec notamment le professeur Ouazar dès les années 95, etc. Et là, c'est dans le cadre de la thèse d'Amadou Mahaman, où donc, on voit de nouveau, hein, donc bon, là, ça illustre un petit peu ce que c'est qu'un milieu poreux, hein, tout simplement. Et on voit notamment, alors le système ce problème est intéressant parce qu'on verra la proximité avec la physique des plasmas par la suite, en fait. La proximité en termes d'opérateurs, hein, et d'équations. Donc ici, en fait, vous avez essentiellement une équation sur la saturation, hein, considérée, où il y a un champ de transport, hein, avec un vecteur vitesse qui, lui, dérive d'une équation de Darcy. Donc, pour l'essentiel, c'est ça qu'il faut retenir, d'accord? Et donc, vous pouvez évidemment voir se développer un front de saturation qui avance. Alors, sur un problème relativement connu lui aussi, bon, sur lequel nous, on a fait la simulation numérique, c'est dans le domaine de l'extraction du pétrole, par exemple, on injecte de l'eau dans une partie du domaine et on récupère le pétrole à une autre partie. Et donc, ben, encore une fois, via nos méthodes volume fini et les méthodes de raffinement dynamique de maillage, eh ben, on a pu faire un calcul relativement précis et qui donc, voilà, vous voyez un petit peu le front de saturation qui avance et comment est-ce que le maillage s'adapte à ce phénomène. Donc, encore une fois, que ce soit la combustion, que ce soit ce problème-là, c'est souvent en collaboration avec des collègues qui, eux, sont plutôt du côté physique, de la physique du problème, qui connaissent bien la physique du problème. Alors, ici, je vais présenter un travail fait notamment dans le cadre des thèses toujours de Sahmim et aussi de Saïd Assari, qui est venu un peu par la suite, qui a fait un travail extraordinaire. Donc, on s'intéresse ici à la problématique simplement de shallow water, mais avec transport de sédiments au sens large. Alors, ça peut être tout type, en fait, de débris qui peuvent être transportés avec tout, évidemment, les dégâts que l'on peut imaginer, d'où l'intérêt de s'y intéresser. Alors, ce système se représente avec un système, là je montre que le K1D, mais le K2D est similaire, où vous allez écrire le système classique de shallow water, mais avec donc des termes donc, right-hand side qui changent, hein, les termes donc, à droite du signe égal. Là, d'habitude, c'est 0. Ben là, ce n'est plus 0 justement parce qu'on peut avoir de l'érosion et de la déposition. Et donc, évidemment, il n'y a pas de conservation de la masse en tant que telle ici. Ça dépend des valeurs du facteur d'érosion et de déposition. Alors, pour l'érosion, il y a un seuil. Je ne le montre pas explicitement ici, mais évidemment, il y a un seuil sur la vitesse. Donc, l'érosion va se faire à partir d'une valeur donnée de la vitesse, comme on peut l'imaginer. Et donc, on a une équation évidemment sur la concentration des sédiments, hein, équation supplémentaire, de même sur le fond du lac lui-même, enfin qui peut être mobile, qui peut changer évidemment en fonction justement d'un flux et de ces opérateurs d'érosion et de déposition. Alors, on a appliqué ça, donc ça c'était plus dans le cadre de la thèse de Salah Sahmim,
sur simplement, ici il n'y a ni érosion ni déposition, il y a simplement le fond qui bouge. Imaginez, vous avez au départ une petite colline de sable, simplement, et vous avez un courant qui va transporter cette colline de sable, et ben, ça donne cette figure un peu artistique, on va dire, qui est là, et qui a été parfaitement bien captée par le schéma SNRH plus raffinement de maillage, comme on le voit ici, donc dans un temps où cela ne se faisait pas aussi facilement que cela, notamment en termes de temps de calcul. Alors, on a aussi appliqué à une problématique relative à la lagune de Nador. Nador, c'est une ville au Maroc, hein, au nord du Maroc, et donc, ils avaient un problème, justement, il y avait une lagune, donc plutôt eau potable ici, vous avez la Méditerranée ici, et le souci, c'est l'ensablement de la lagune, c'est-à-dire, petit à petit, on pouvait avoir un dépôt de sédiments, un dépôt de sable dans la lagune. Et bien, il a fallu modéliser ça, et ce que nous avons fait avec un relatif succès. Bien sûr, il y a tous les articles publiés autour de tous ces travaux-là. Voilà, donc maintenant, je vais basculer sur la problématique de la physique des plasmas. Alors, ce travail a été fait dans le cadre d'une collaboration, d'une part avec mon collègue de l'université Paris 13, Khaled Hassouni, qui était à l'époque directeur du laboratoire LSPN, donc c'est un très grand laboratoire ici, une unité propre du CNRS, autour de tout ce qui est matériaux, plasma, etc. Et avec des collègues de l'université de Prague, donc en République tchèque. Donc, encore une fois, c'est l'interaction. Khalid, c'est plutôt physicien, il connaît la physique du problème. Et nous sommes plutôt numériciens. Avec peut-être pour Jaroslav Fort, il connaît un petit peu les deux à la fois. En tout cas, voilà, une collaboration plutôt fructueuse. C'était dans le cadre de la thèse de Jan Karel. Alors, de quoi s'agit-il? On s'intéresse ici à la physique de plasma. Alors, la physique de plasma, au sens général, quand on dit physique de plasma, on pense souvent au plasma chaud. Vous savez qu'il y a la fameuse problématique du réacteur ITER, hein, où alors on veut créer de l'énergie plutôt par fusion, c'est-à-dire que l'énergie nucléaire la plus connue, c'est la fission, c'est-à-dire on casse des atomes et ça crée de l'énergie, suivant la fameuse formule d'Einstein, n'est-ce pas? Et la fusion, c'est plutôt je combine des éléments et je crée de l'énergie. Donc, c'est un problème relativement complexe, évidemment, où la simulation numérique prend toute sa place, puisque ici, voilà, vous créez de l'énergie, mais en fait, par un phénomène de confinement magnétique. Et donc, évidemment, on ne va pas multiplier les expériences réelles en laboratoire au vu de tout ce que ça peut provoquer comme dégâts, etc. Donc voilà, voilà un petit peu pour le plasma chaud. Pour le plasma, ça se prête évidemment à simulation numérique et on pourrait en faire, et on en fait d'ailleurs, des collègues en font, bien sûr. Et puis il y a le plasma froid. Alors, plasma froid, vous pouvez penser typiquement au phénomène de la foudre. D'accord? C'est typiquement un problème de décharge, dans un plasma froid, vous avez des ions, des électrons, et une décharge peut avoir lieu. Alors là, ce que je vous montre là, c'est quelque chose, bon, c'est le phénomène réel reproduit en laboratoire, et donc on voit notamment ce phénomène de branche. Donc voilà, c'est un phénomène purement 3D avec création de branches comme ça. On peut éventuellement imaginer, on peut difficilement imaginer simuler ça en 2D par exemple, parce que le phénomène est purement 3D. Il n'est pas spécialement axisymétrique non plus. Donc, comment simuler ça, sachant qu'il est représenté par un système, comme je disais tout à l'heure, similaire, assez proche, en fait, du système des écoulements en milieu poreux, c'est-à-dire que vous avez en gros une équation de convection-diffusion avec terme source fortement non linéaire et un transport qui, lui, provient de la résolution d'un problème finalement type Tarcy, puisque finalement on a un div de grade, un laplacien, avec un terme source là aussi fortement non linéaire, et donc le champ de vitesse est proportionnel au champ électrique, qui est lui-même égal
à moins grade V, n'est-ce pas? V étant le potentiel électrique que nous calculons dans cette équation-là. Donc voilà, donc on s'attaque évidemment au problème dans sa configuration tridimensionnelle avec maillage non structuré. Vous imaginez bien que pour raffiner localement, bien sûr qu'il convient d'être plutôt en maillage non structuré qu'en maillage structuré. Là, ici, on fait une coupe plane juste pour voir un petit peu comment ça se passe. Et nous avons, dans le cadre de la thèse de Yann Karel, fini par reproduire ce fameux phénomène justement de branches qui apparaissent comme ça. Bon, modulo beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, si j'ose dire, mais on a fini par obtenir le phénomène, et grâce évidemment, encore une fois, au raffinement dynamique, cette fois-ci dans le cadre tridimensionnel, ce qui n'a pas été spécialement très aisé, le passage du 2D au 3D. Mais en tout cas, voilà, la fameuse avalanche électronique, on peut la récupérer. Et en plus, vous voyez, le phénomène, il ne démarre pas tout de suite. Hein, si on recule un peu, le calcul a démarré depuis un moment. Voilà, la dynamique existe. Je ne sais pas si je peux bloquer plus ou moins au même moment. Il y a déjà une dynamique avec déjà un maillage qui évolue, alors qu'ici, on a l'impression qu'il ne s'est encore rien passé, mais en fait, si, il se passe des choses, et au bout d'un moment, paf, c'est comme une flamme un peu qui s'allumerait au bout d'un moment, et ça vous donne votre phénomène. Voilà donc pour ce problème. Après, donc, pour faire ces calculs, en fait, qui sont souvent très complexes, dans des géométries complexes, mais aussi en 3D et aussi avec un nombre d'inconnus qui peut être important. Bon, vous avez vu la condition tout à l'heure. Voilà, donc on peut. Il est clairement besoin d'une force de frappe en termes de temps de calcul qui doit être quand même assez importante. D'où le recours au HPC, donc au calcul haute performance, voire au cloud computing, comme on va le voir dans ce travail que je vais présenter ici. Bon, c'est dans le cadre de la thèse de Imad Kissami, hein, qui a fait sa thèse, qui a soutenu en 2017, et ce travail a été fait en collaboration avec le LIPN, avec le professeur Serin du LIPN, dans le cadre de notre pôle MathSTIC, puisque à l'Université Paris 13, nous avons une fédération de recherche qui relie les maths, les collègues du LAGA et ceux du laboratoire d'informatique et l'IPN. Donc, ce travail a été fait dans ce cadre-là. Donc là, c'est l'interaction avec l'informatique, finalement, d'une certaine manière, dont je voulais parler. Donc, de quoi est-ce qu'on parle ici? On parle de ce code que nous avons appelé ADAPT, en fait, qui fait volume fini, plus raffinement de maillage, etc. Et nous allons prendre ce code-là 2D ou 3D et le paralléliser, en fait. Voilà. Aller vers une performance en termes de calcul. Alors, on reviendra sur la notion de performance pour la suite et les critères, mais en tout cas, un premier critère qu'on peut aisément comprendre tout de suite, c'est la rapidité du temps de calcul. Alors, non seulement nous voulons paralléliser quand il y a une grille fixe et obtenir de bons résultats et de bonnes performances, mais également quand on raffine dynamiquement le maillage. Alors, vous pouvez imaginer ce que ça veut dire en termes de problématique, en termes de parallélisation du maillage. En tout état de cause, voilà donc ce qui a été fait. Donc, on a affaire ici à un partitionnement de maillage, des applications 2D et 3D. Voilà, pour le phénomène de streamer que j'ai appelé tout à l'heure, par exemple, c'est une décharge dans un plasma froid. Et donc, nous allons aussi voir comment cela se décline pour le cloud computing. D'accord? Donc, bon, je reprends ici pour accrocher un petit peu les choses au phénomène que j'ai montré tout à l'heure. Hein. Voilà le phénomène auquel on s'intéresse. Et on utilise un certain nombre d'outils, donc Métis pour le fractionnement du découpage du maillage, d'accord, avec tous les sous-algorithmes qu'il y a dedans pour mener à bien les calculs. Et on veut utiliser les méthodes API classiques en parallélisation, en notamment gérant correctement les communications. Et donc cela via ce qu'on appelle les halocelles, c'est-à-dire les cellules fantômes en quelque sorte, qui vont jouer le rôle de cellules de bord pour un domaine donné. D'accord?
Bon, pour illustrer ça, vous avez un maillage en données 3D, vous le coupez en deux. Donc, vous avez deux blocs, donc, un travail sur ce processeur, un processeur pour ce bloc-là, un autre processeur pour ce bloc-là, par exemple, et évidemment, vous gérez les communications. Bon. Alors, bon, voilà l'algorithme un petit peu pour illustrer, c'est-à-dire que ça vous montre comment vous partez au départ du processeur maître qui lui redistribue sur les processeurs esclaves. C'est le vocable utilisé dans ce cadre-là. Donc, c'est gather-scatter, c'est-à-dire vous distribuez, chaque processeur va faire son travail. Donc, on a notamment un système linéaire à résoudre, et c'est une des plus grosses parties d'ailleurs du calcul dans ce problème-là. Et évidemment, après, on passe au temps suivant et on rassemble les résultats. Donc, par exemple, un des problèmes qui apparaît ici, c'est quand on veut approcher l'opérateur de diffusion par une méthode appelée méthode diamant. Donc, vous avez deux cellules voisines, vous construisez un diamant entre les deux, et bien, il y a évidemment communication entre les deux. D'autant plus que les variables étant connues au centre des mailles, vous êtes amené à faire une interpolation moindre carré pour avoir une valeur ici au nœud du maillage. Ce nœud-là, il fait appel à tous les nœuds voisins au sens moindre carré localisé pour avoir une approximation. Donc, vous voyez un petit peu la complexité en termes de communication quand on est au bord, en frontière entre deux domaines. Alors, bon, tout cela a été heureusement abordé avec succès plus tôt, et on peut évidemment constater le gain de temps de calcul selon qu'on utilise un processeur, 2, 4, jusqu'à 1024 processeurs. En gros, un processeur, c'est ce qu'on faisait avant. Donc, où pour résoudre le problème, il y avait une semaine de calcul. En gros, voilà ce qu'on peut retenir ici, jusqu'à 14 minutes, un quart d'heure de calcul. Donc, passer d'une semaine de calcul à un quart d'heure de calcul, c'est quand même très, très appréciable quand on fait du développement et qu'on veut de l'efficacité. Alors, donc ça, c'était sur le HPC au sens classique. Maintenant, une autre partie de ce travail qui a été fait dans le cadre de cette collaboration, de cette thèse, collaboration avec ILPN, c'est la notion de cloud computing. Qu'est-ce que c'est le cloud computing? C'est que vous avez des ordinateurs disponibles un peu partout dans le monde, et qui dorment des fois, en fait. Et c'est un peu dommage parce que ça veut dire qu'on pourrait utiliser leur force de calcul. D'accord? Alors, pour la petite histoire, sachez maintenant qu'on utilise même ce genre de processus pour du chauffage. C'est-à-dire, vous pouvez... Parce qu'évidemment, quand vous utilisez un ordinateur, il y a de la chaleur, on dégage de la chaleur. Même cette chaleur peut être récupérée pour chauffer une pièce, par exemple. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'il faut un petit peu voir les choses, c'est qu'on veut, en fait... récupérer la force de calcul disponible, qui dort quelque part, et qui peut être utile. D'accord. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est de revoir la question de parallélisation IPI, d'accord, mais à ce moment-là, en prenant les ressources un peu partout où elles sont disponibles. Mais aussi les questions de stockage, de réseau, voilà, tout ça à travers le cloud, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on travaille dans le cloud? C'est qu'on part d'architecture existante. À la limite, on peut utiliser tout ce qui est disponible. Une architecture de Google, d'Amazon, etc., etc. Si c'est disponible, pourquoi pas? Et on propose une infrastructure de calcul à la demande pour résoudre le problème de CFD, de Computational Fluid Dynamics. D'accord? Alors, on a des librairies disponibles, encore une fois, le solver linéaire MUMS, Metis, etc. Et on a des plateformes, d'accord, comme on dit, low utilization rates, c'est-à-dire qui ne sont pas beaucoup utilisées. Alors, évidemment, ça fait, c'est hétérogène, ça fait du coup, évidemment, c'est des ordinateurs différents, des serveurs différents, donc c'est une structure hétérogène, mais exploitable. Donc, quel est le challenge? Quel est en fait l'objectif? C'est où devons-nous prendre les ressources de calcul sous certaines contraintes. Et c'est là, Service Level Agreement. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on privilégie? Est-ce que je veux privilégier
fairness ou l'énergie ou le CPU load. Alors, pour expliquer, fairness, c'est nombre de tâches exécutées par chaque processeur. Je peux vouloir minimiser ça, optimiser ça. Ou la consommation d'énergie, ça peut être mon critère. Ou le CPU durant une tâche donnée. Alors, c'est comme ça qu'en fait, vous pouvez mettre en œuvre une algorithmique qui vous fait déboucher sur un front de Pareto. Donc ça, c'est des choses classiques connues pour les gens qui font de l'optimisation multicritère. C'est-à-dire que j'ai une ligne d'optimum où, en un point donné, je suis un peu meilleur que tous les autres qui sont à l'extérieur. Voilà un petit peu l'idée. Alors, je ne suis pas optimal partout, mais je peux être le plus optimum possible par rapport aux différents critères. D'accord ? Donc, ça se prête à un certain algorithme. Bon, voilà, on calcule un front de Pareto et on sélectionne le point de Pareto qui m'intéresse pour affecter le calcul là où j'ai envie de le calculer. D'ailleurs, ce travail a été fait et testé sur la structure Grid 5000, hein, qui rassemble des calculateurs à Nancy, enfin plein de villes françaises, etc. Et ça donnait une possibilité d'effectuer le travail. Et vous avez ici justement un résultat où vous voyez que selon ce que vous privilégiez, et ben vous arrivez évidemment à minimiser par rapport à l'objectif. Et si c'est le CPU, ben on voit bien ici, c'est le 19 est plus petit que 24, plus petit, voilà, 24, 14, 24, 13. Mais si c'est l'énergie, ben voilà, ici, voilà, j'ai minimisé, en choisissant les bonnes machines, l'énergie consommée, 31 versus 49 et 54, etc. Donc là, c'était pour prendre un peu de recul par rapport aux méthodes d'optimisation classiques et voir ce qu'on peut faire via la collaboration avec des collègues informaticiens avec une hauteur de vue un peu plus importante. Voilà donc un petit peu le contexte. Alors, maintenant, c'était un petit peu la partie interaction, était plus un petit peu dans toutes ces parties-là pour bien voir que, disons, au-delà de proposer, de concevoir des schémas numériques, des méthodes numériques efficaces, etc., qu'il faut faire évidemment, on a besoin de les analyser, de montrer qu'elles convergent, qu'elles sont stables, etc. Ne pas oublier que derrière ça, il y a l'interaction, qu'il y a les vrais problèmes complexes, difficiles, et que c'est un tout cela. Alors, parlons un petit peu justement d'un peu d'analyse de schéma volume fini. Là, c'est un travail qui se fait depuis un moment maintenant avec notamment le professeur Bradji, qui est donc professeur en Algérie, à l'université d'Annaba. Et donc, on est revenu sur un certain nombre de schémas pour un petit peu en faire l'analyse, notamment de convergence. D'accord ? Donc, bon, il y a eu plusieurs travaux, dont 3 déjà publiés ici, notamment celui-là, sur lequel je vais focaliser, qui est en fait cette fameuse méthode des caractéristiques, comment on peut, voilà, en faisant à la fois une jonction entre la méthode des caractéristiques et la méthode, disons, des volumes finis, comment on peut analyser un peu le schéma obtenu. Et puis d'autres travaux en cours, dans celui-là d'ailleurs qui n'est plus en cours puisqu'il vient d'être accepté, j'ai eu une information ce matin. Alors, donc, comment on analyse la méthode des volumes finis? Alors, je vais essayer d'être très, très synthétique. Donc, vous avez un domaine, vous le découpez en volume de contrôle et vous intégrez votre équation sur chacun des volumes, d'accord? Et on approche évidemment les dérivés qui apparaissent, d'accord? Alors, une première étape, les chercheurs sont, en un premier temps, les chercheurs qui travaillent autour de cette, disons, méthodologie des volumes finis. Hein. En France, on peut citer l'équipe de Thierry Galouette, qui a fait plusieurs travaux. Il a écrit un livre qui fait date en la matière, avec ses collègues Aymar, Herbin et beaucoup d'autres. On a un premier point, on s'intéresse donc à des méthodes naturelles, hein, sur des maillages admissibles, et après on parlera de la méthode Sushi un peu plus générale. Donc pour les méthodes classiques, c'était des méthodes où on se donnait comme, disons, contrainte que, disons,
la ligne qui relie deux cellules voisines soit orthogonale à l'interface entre les cellules. D'accord? Alors, beaucoup de travaux ont été faits déjà sur ce type de méthode, donc, où vous avez l'orthogonalité, avec donc sur le problème type moi Laplacien U égale F. Voilà, vous écrivez votre schéma et vous arrivez donc à un système linéaire à résoudre. Ça, c'est relativement classique, ça apparaît en élément fini, de convolé fini, etc. Et on peut montrer un certain nombre d'estimateurs a priori, d'estimateurs d'erreur. D'accord? Donc, voilà, donc, je pense que c'est relativement classique. Une erreur aussi bien sur finalement le gradient que sur la fonction elle-même. Et par la suite, il est apparu le besoin de pouvoir discrétiser nos problèmes sur des maillages beaucoup plus généraux qui sont ni convexes, les cellules ne sont pas forcément convexes, et disons que, vous voyez ce qui se passe ici, il n'y a pas d'orthogonalité évidemment entre donc la ligne XK, XL et les interfaces. Alors, voilà, par rapport à cette configuration, donc, il y a eu proposition d'un schéma que l'on appelle le schéma Sushi. Hein. Il est basé essentiellement sur l'idée d'avoir des inconnus à la fois au centre des cellules, mais aussi aux interfaces, hein, sur les interfaces entre deux cellules. Et la discrétisation du gradient, je vous renvoie évidemment à ces papiers, se fait donc pour avoir un gradient stable et consistant de cette manière-là, où vous avez une partie qui est le gradient qui peut apparaître le gradient naturel qui serait suffisant si on avait orthogonalité, on pourrait s'arrêter à là, mais où on rajoute une sorte de terme de pénalisation ici qui stabilise le schéma. D'accord ? Eh bien, après, vous faites formulation faible et schéma de manière classique. Vous introduisez un produit scalaire hein, sur ces collections de points aux interfaces et au centre. Et on arrive à montrer, là aussi, des résultats d'erreurs à la fois sur le gradient et sur la fonction, où cet opérateur, évidemment, de manière naturelle, représente le relèvement, en fait, c'est-à-dire vous remettez la fonction dans le bon espace, parce que UD, c'est en fait une collection de points, mais vous mettez donc les fonctions qui vont avec pour être dans le bon espace. Alors, toute cette technique a été donc appliquée au schéma de caractéristiques volume fini sur un problème où apparaît une partie hyperbolique, partie elliptique, puis des termes de source. Voilà, via discrétisation évidemment de la condition initiale, puisqu'on en a évidemment besoin par la suite, on discrétise la partie parabolique avec donc en intégrant le fait qu'on a calculé un pied de caractéristique qui est celui-là, en utilisant la méthode des caractéristiques, et donc vous le voyez apparaître ici, d'accord? C'est UDN, mais interpolé au pied de caractéristique. Alors, les estimations auxquelles on arrive dans ce papier, c'est celle-ci, d'accord? Alors, une première qui vous montre qu'il y a un rapport HD sur K, évidemment, en facteur. On peut lever cette difficulté si on suppose que HD est borné par CK puissance 1 plus delta, hein, au K est le pas de temps. On arrive donc à un résultat de convergence tout à fait classique et qui, en tout cas, qui permet de montrer la convergence. Alors, on peut avoir ce type de conditions, puisqu'en fait, dans la mesure où ici, on est dans le cadre de méthode implicite pour tous les opérateurs de diffusion et plus une méthode de caractéristique, en fait, on s'est débarrassé de la contrainte CFL qui relie de manière un petit peu forte le pas de temps et le pas d'espace. Et donc, la seule contrainte finalement qui reste, c'est celle-ci. Voilà. Donc, l'idée de la preuve, elle est expliquée ici. Donc, évidemment, avec toute l'artillerie qui est développée derrière. Voilà. Donc, j'en finis avec ce travail-là.
Alors, ici, on va montrer un travail qui a été fait dans le cadre de Tarek Goudji, notamment, sur comment est-ce qu'on utilise toutes les méthodologies finalement d'estimation d'erreurs, soit a priori ou a posteriori, pour justement faire des raffinements de maillage efficaces, et notamment basés sur des critères mathématiques cette fois-ci, et non plus simplement physiques. Parce qu'en fait, tous les résultats que je vous ai montrés précédemment, la combustion en 2004, etc., c'était en fait des critères physiques. Sur quels critères on se base pour affiner le maillage? C'est sur le taux de réaction chimique, etc. Ici, on utilise tous les travaux qui ont été faits par d'autres collègues, notamment Martin Vorali, qui a beaucoup travaillé là-dessus, pour développer des estimations d'erreurs a posteriori efficaces. Et on rajoute à cela, de notre côté, des méthodes issues, encore une fois, de l'algorithmie, de la géométrie algorithmique, pour arriver à avoir donc des résultats efficaces. Alors ici, bon, voilà, c'est classique, hein. Vous discrétisez votre opérateur, vous vous retrouvez en fait avec une sorte d'opérateur de diffusion discrétisé qui n'est pas dans HDIV, et via une reconstruction dans l'espace de Rabier-Thomas, RTN0, vous vous mettez là aussi dans le bon espace, et vous pouvez écrire une erreur a posteriori de ce type-là, que l'on utilise comme critère de raffinement. Alors, il y a cette idée dans ce travail, mais aussi l'idée de, contrairement à ce qui se faisait avant, où on calculait un critère au départ sur un maillage grossier à chaque fois, sur le maillage grossier, et donc on calculait le nouveau maillage, une fois pour toutes, ce qui pouvait donner naissance en fait à, du fait en fait de la régularisation, enfin de la conformité du maillage, disons, à une zone raffinée plus grande que ce qu'il faut. Dans ce travail, l'idée a émergé de dire, je vais en fait, à chaque niveau de raffinement, redistribuer mon critère calculé sur les nouveaux éléments qui sont créés et décider lesquels je raffine ou je raffine pas. Alors la nuance est importante, hein, parce que c'est pas tout à fait la même chose. D'accord? Et donc là, vous voyez que vous avez... Alors, les performances sont les mêmes, sauf que là, on a moins d'éléments. Alors ici, ce qu'il faut retenir, c'est justement le temps de calcul. Voilà, essentiellement, on a toutes les erreurs, on voit le comportement, mais ici, vous avez évidemment, avec la méthode qu'on appelait nested, donc niveau par niveau, moitié moins de temps. Et donc là, vous avez l'algorithme qui montre comment vous déroulez en fait ce qu'on appelait la méthode nested refinement. Voilà, alors une fois que vous avez fait ça, vous pouvez étendre un problème de convection-diffusion. Ici, c'est la méthode des caractéristiques qui est utilisée, hein, donc une méthode caractéristique qu'on a déjà évoquée, et ici, méthode de volume fini classique. Et voilà, on arrive à simuler des phénomènes de ce type-là avec une relative précision. Voilà, donc, ah oui, tiens, il y avait aussi le cas de la transport de polluants dans le détroit de Gibraltar qu'on avait fait en utilisant ces méthodes-là. Alors, donc, revenons 2 petites minutes sur la méthode des caractéristiques, parce que c'est quand même intéressant. En fait, ce travail représente, donc, dans le cadre de la thèse de Moussa Zigaf, l'extension de notre méthode qui allie à la fois caractéristiques et volume fini. Hein, on fait un prédicteur. Vous vous rappelez que je vous avais dit, voilà, la famille de schémas proposés, c'est une famille de prédicteurs-correcteurs. En prédicteur, on approche l'état à l'interface, et au correcteur, on utilise le schéma volume fini conservatif. Donc, dans l'état prédicteur, je peux utiliser la méthode des caractéristiques. C'est une variante de ce que j'ai proposé pour le schéma SNRH. C'est-à-dire, vous allez chercher simplement le pied de caractéristique et vous interpolez la solution. Et on a fait ça de manière très efficace sur des mailles structurées, notamment dans la thèse de Saïd Assari, mais il fallait passer au non structuré. Et ce verrou-là a sauté, disons, à l'occasion de la thèse de
Moussa Zigaf, avec un gros travail de Moussa et de Mohamed Boubaker, qu'il faut quand même bien noter ici, qui a permis de sauter un peu les difficultés et d'arriver à refaire ce qui a été fait en maillage structuré dans le cadre de maillage non structuré. C'est-à-dire que sur une interface, je vais aller chercher le pied de caractéristique et je vais donc interpoler et revenir à mon état correcteur où je vais donc avoir mon schéma volume fini, évidemment via des projections sur les normales pour le système à résoudre. Mais au départ, tout cela ne permettait quand même pas d'avoir des schémas dits d'équilibre. Dans le domaine des shallow water, on connaît bien la problématique des schémas d'équilibre, le fameux problème du lac au repos. Il faut arriver à simuler au moins un lac au repos, effectivement. Mais via un travail relativement acharné, encore une fois, Moussa, Boubaker, etc., et l'utilisation d'une idée qu'on avait proposée avec le professeur El Mahi il y a quelques années sur justement le découpage d'une cellule triangulaire en trois parties de cette manière-là, il a été possible d'arriver au bout du problème et d'arriver donc à résoudre avec cette méthode FVC sur maillage non structuré. Ici, c'est une illustration avec fond sec, ce qui est un problème aussi très compliqué pour le shallow water. Et ici, sur un problème, donc, alors vous avez vu les équations tout à l'heure, il y a des termes de Coriolis notamment, etc. C'est-à-dire le shallow water rotationnel en quelque sorte, avec rotation. Et donc, voilà, un down break dans le cadre de shallow water rotationnel et sa simulation numérique, sur un fond qui n'est pas plat. Ici, on illustre qu'on capture parfaitement le lac au repos, c'est-à-dire que le schéma est parfaitement équilibré. Très bien. Alors, maintenant, j'aimerais parler rapidement d'un travail actuel avec Aziz Madran, qui est donc à l'Université McGill à Montréal, au Canada, sur les schémas anthropiques. Alors ça va parler peut-être pas mal, notamment aux étudiants, aux doctorants, ceux qui ont suivi en tout cas le cours volume fini, sur la fameuse problématique d'avoir un schéma volume fini anthropique, d'accord, qui est en mesure de calculer la vraie solution physique. Alors, l'illustration se fera notamment par le fameux problème de Carbuncle, qui est un problème très connu, donc notamment pour les gens de la NASA qui calculaient des vols hypersoniques, etc., où on voyait apparaître une instabilité non physique au nez de l'aile d'avion ou du missile, ou de ce que vous voulez ici. Et donc, c'est un problème en fait assez difficile qui a fait l'objet de plusieurs travaux. Donc ici, je présente les équations de l'air classique, qui sont assez connues maintenant, je pense. Et cette problématique de stabilité anthropique a été étudiée notamment par Tadmor et par Aziz, avec Tadmor aussi, au cours des dernières années. De quoi s'agit-il? Vous allez, quand vous avez votre système hyperbolique, vous voulez aussi qu'il soit anthropique, c'est-à-dire que vous introduisez la notion d'entropie, d'accord, qui doit vérifier que soit elle est transportée exactement égale quand les variables sont régulières, mais s'il y a choc, etc., on doit avoir inférieur à 0. Voilà un petit peu l'idée principale. Pour les Euler d'équation, on a une entropie physique spécifique qui est cette fonction-là, log de P rho puissance moins gamma, et on construit l'entropie mathématique de cette manière, d'accord, multipliant par rho, en rho, et voilà l'inégalité d'entropie. D'accord? Alors, au niveau, nous voulons retrouver tout ça au niveau discret, au niveau du schéma numérique. D'accord? Voilà un petit peu l'objectif. Alors, sachant que la relation entre entropie et flux d'entropie doit être vérifiée, vous devez avoir le produit de eta' par F égale, ça c'est le flux physique, ça c'est le flux d'entropie. D'accord? Vous avez un schéma semi-discrétisé classique, ça va être avec, disons, un schéma numérique qu'on appelle ici F chapeau. Et l'objectif ici, c'est de trouver quelle déclinaison de F chapeau, donc avec F tilde, un schéma qui lui sera anthropique. D'accord? Voilà, on va écrire un schéma de ce type-là, semi-discrétisé, mais nous voulons observer cette inégalité d'entropie. D'accord? Garantir cette inégalité d'entropie.
Donc la question qui se pose, c'est celle-ci, d'accord, de sorte à ce que, évidemment, l'intégrale de l'entropie diminue au cours du temps. Alors, alors, il nous faut introduire ici, la méthode de le faire, c'est d'introduire des variables entropiques. En l'occurrence, on prend la dérivée de l'entropie par rapport à l'état. On prend ça comme nouvelle variable. Donc, ça nous permet d'obtenir, en fait, d'abord une relation bijective, hein, symétrique, donc une forme symétrique. Et via ce changement de variable, le système qui est d'origine, qui est celui-là, va devenir un système portant sur V. D'accord? Donc, U de VT plus G de V. Finalement, G de V, c'est F de U de V. D'accord? Avec des conditions de symétrie. D'accord? Alors, encore une fois, on répète, la condition d'entropie à conserver, c'est celle-là. D'accord? Et donc, comment faire pour y arriver? On y arrive via l'introduction d'un potentiel de flux, d'accord? Donc, il faut revenir aux travaux, mais en gros, une fonction potentielle dont dérive la fonction de flux physique G de V, d'accord? Quand je fais mon changement de variable en passage de U à V, d'accord? Alors, donc, via ces opérateurs que l'on traduit ici, qui sont classiques, Tadmor a montré que la production d'entropie correspond à cette quantité-là, donc le saut de V fois le flux moins le saut du potentiel, et que si vous voulez qu'il n'y ait pas de production d'entropie, il faut évidemment que cette quantité soit égale à 0. Donc finalement, vous récupérez ce système-là à résoudre pour trouver votre flux numérique. D'accord? Alors, si on regarde ça dans le cas scalaire, hein, pour avoir une idée, le cas le plus simple, c'est quand f de u égale u, eh ben, vous pouvez, c'est un petit exercice que peuvent faire les étudiants, hein, prendre comme entropie U puissance 4, et vous voyez qu'en déroulant l'outillage, vous arrivez tout à fait au flux, un flux numérique, qui n'est pas, certes pas classique, ce n'est pas ça qu'on utilise pour cette équation-là, mais pour vous dire que c'est faisable et que c'est ça qui garantira l'entropie du schéma. Pareil pour Burgess. D'ailleurs, l'entropie n'est pas unique. Par exemple, vous pouvez prendre comme entropie moins log de U, mais vous pouvez aussi prendre U2 sur 2. Et à chaque fois, vous arrivez à un schéma différent, mais qui vous donne, effectivement, là, ici, voilà le schéma semi-discrétisé. Vous pouvez le faire. Hein. Et ici, voilà le schéma semi-discrétisé qui garantit que le schéma est entropique. D'accord ? Alors, en multidim, vous projetez sur les interfaces et finalement, vous arrivez à des relations du même type. Voilà le travail de Aziz en 2012. Et on passe maintenant au système de l'air. Alors, au système de l'air, alors ça, c'est le choix d'entropie. On décline le changement de variable qui va être fait en partant des variables classiques. D'accord ? Le système de l'air, c'est ce système qu'on a montré tout à l'heure. Hein. C'est celui-là. D'accord ? Le changement de variable, donc, on en traduit d'abord l'entropie, évidemment, c'est celle-là, et on dérive l'entropie par rapport à U, et je récupère mes variables V. D'accord ? Donc, tout est exprimé en fonction de V, et ça me permet donc, à ce moment-là, d'avoir, en résolvant le système que j'ai évoqué tout à l'heure, ce système-là, d'avoir mon schéma numérique. Évidemment, faire apparaître les variables V, c'est une étape fondamentale là-dedans. Alors, on rajoute à cela ici, sans trop entrer dans le détail, qu'en plus de cela, on va vouloir que notre schéma soit en plus positif. On sait que le schéma de Roux n'est pas positif. Et que si vous remarquez que la variation de U par rapport à V peut s'écrire sous cette forme-là, hein, je vous renvoie à ce travail-là, et bien, la partie de décentrement dans le schéma de Roux, on sait tous que le schéma de Roux s'écrit avec une partie centrée plus un décentrement. Au lieu d'avoir le décentrement qui porte sur U, on va faire porter le décentrement sur V via donc, ce calcul qui est là, et on va se retrouver avec un schéma entropique et positif. Voilà un petit peu la conclusion qui apparaît de manière très résumée ici. Et par exemple, appliqué au fameux problème de Carbuncle, effectivement, ça c'est le schéma de Roux classique, avec l'instabilité qui apparaît. Et ici, c'est le schéma entropique où cette instabilité a disparu. Et ça, c'est sur un schéma structuré.
il reste pas mal de travail à faire sur le canon structuré et nous pensons justement à allier nos travaux, disons, avec la méthode de prédicteur-correcteur avec un prédicteur utilisant la méthode des caractéristiques pour voir si nous pouvons justement résoudre le problème complètement dans le canon structuré. Voilà, donc il reste 2 points assez rapides qui sont donc quelques mots sur un problème qui est donc d'actualité, pour nous en tout cas, c'est la simulation d'écoulement de fluides qui, eux, ne sont pas newtoniens, d'accord, qui sont complexes. Alors, les fluides non newtoniens, dans l'industrie pharmaceutique, dans l'industrie alimentaire, voilà, tout, à chaque fois que vous avez un fluide qui n'est pas, voilà, le miel, je ne sais pas, la mayonnaise, le dentifrice, tout ça, ou les eaux usées, par exemple, tout ça, c'est des fluides non newtoniens. Et donc, il faut en étudier la rhéologie, bien sûr. Et ça fait que le système d'équation que vous allez résoudre va être un système donc, où le tenseur de contrainte visqueuse n'est plus newtonien, dans le sens où ici, c'est newtonien quand la viscosité est constante. Ben pour nous, la viscosité ne sera pas constante et on aura des modèles qui peuvent se décliner sous cette forme-là, d'accord, qui vous disent voilà à quoi est égal le taux de contrainte visqueuse. Bon, évidemment, sous cette forme-là, ça peut étonner. Alors, c'est pour ça que j'ai rajouté cette page qui vous dit tout simplement, ça revient à dire que ma viscosité, finalement, je peux la prendre, par exemple, ou bien voilà, avec une transition continue qui est donc sous cette forme-là. Voilà, donc, si DU est nul, ben, je me retrouve avec une viscosité donnée. Et puis, ça veut dire que, voilà, que je n'ai pas encore atteint le seuil pour faire bouger, finalement, le fluide, qui est soumis à des forces extérieures, la gravité, d'autres forces, ou une autre manière où on a toujours une fonction non différentiable, qui est celle-là, d'accord? Donc, bon, ici, on visualise ce que c'est que le taux de contrainte par rapport au taux de déformation, hein, tout simplement, voilà, expérience classique, et les différentes lois qui existent. Alors, on a cité Cassan, mais il n'y a pas que Cassan, il y a beaucoup de lois différentes. Le travail qui a été fait ici dans le cadre de la thèse actuelle de Suhail Mazioui, une partie du travail a été une grosse étude, bien sûr, de rhéologie, mais aussi de proposer un nouveau modèle qui puisse capturer réellement le comportement de la rhéologie, justement. C'est-à-dire que on utilise des méthodes finalement issues des sciences des données, hein, pour, on vous montre ici par exemple, selon que vous utilisez une méthode, disons, de Cassan, un modèle de Cassan. Le modèle de Cassan, c'est en trait continu, d'accord, et les échantillons relevés de laboratoire, si vous voulez, parce qu'on utilise en fait un rhéomètre dans lequel en fait on augmente le taux de le share rate, hein, le taux de stress, la force exercée sur le fluide, en gros, versus le taux de déformation. Et on voit que les modèles ne capturent pas tout à fait le phénomène, tandis qu'ici, vous avez donc, avec ce nouveau modèle, une capture plus proche. Voilà donc le travail qui a été fait dans ce contexte-là. Et enfin, le travail qui est fait actuellement dans le cadre de la thèse de Zeynep Goudi, où pour l'instant on utilise le logiciel OpenFOAM, hein, qui est public, hein, qui est ouvert, pour faire la simulation justement d'écoulement où il y aurait, bon, vous imaginez une conduite, vous avez une partie qui est un fluide non newtonien que vous poussez par des batchs d'eau. Vous pouvez imaginer ça comme ça. Donc c'est diphasique, vous avez à la fois la phase eau avec sa viscosité fixe connue et la phase slurry ou pulpe, etc., avec sa viscosité qui est justement non newtonienne. Et il faut chercher le modèle à utiliser pour justement résoudre ce type de problème. Alors, on a plusieurs modèles, soit le modèle VOF, où en gros, vous faites une méthode de type
certaine manière, level 7 quelque part, c'est-à-dire vous avez un taux de vide alpha qui va vous donner l'endroit où se situe la séparation entre les deux fluides. On peut utiliser Cassan par exemple, ou alors donc ça c'est le modèle de BOF, ou le modèle eulérien qui, lui, va considérer vraiment les deux phases de manière bien distincte d'un point de vue physique. Il y a la phase fluide et la phase solide, c'est les graines, hein, c'est les petits graines de sédiments qui existent là-dedans, avec voilà, des équations qui se distinguent voilà, selon qu'on est dans la phase fluide ou la phase solide, sachant que la phase solide repose sur une méthode de type, on peut dire Boltzmann, en tout cas on suit les particules et qui est finalement, comme on va le voir dans les résultats, très coûteuse. Alors voilà ce qui se passe, c'est qu'on a fait quelques simulations sur, enfin Zeynep a fait donc, des simulations sur des modèles relativement réduits. Avec VOF, bon, voilà, là vous avez de l'eau, là vous avez le batch de slurry, là de l'eau, ça avance, mais on constate une sorte de sédimentation qui semble ne pas être tout à fait ce qui se passe dans la réalité. En tout cas, pour l'instant, on continue d'essayer de comprendre. Et le modèle eulérien qui semble donner quelque chose de plus compact et plus cohérent avec ce qu'on attend, mais qui est extrêmement coûteux. Donc, bon, le travail continue, on essaie de comprendre, on essaie de voir de quelle manière est-ce qu'on peut faire un passage d'échelle déjà, parce que ce ne sont pas les vraies dimensions. Et donc, voilà, on cherche à la fois et le modèle physique, la bonne rhéologie et la bonne méthode de résolution. Voilà, donc je vais peut-être un peu déborder, je m'en excuse, mais c'était pour un peu faire un panorama. Je vous remercie un petit peu pour votre écoute et je suis bien sûr à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci Faisal. C'était très varié. On a eu tout un tas d'exemples différents dans lesquels utiliser les mathématiques. Enfin, ce genre de mathématiques, c'est assez frappant. Alors, toujours pareil, pour moi qui suis plutôt un mathématicien théoricien, voir autant d'utilisation d'un type de méthode, c'est toujours assez extraordinaire. C'est toujours intéressant de découvrir ça. J'ai deux questions, alors qui ne sont pas vraiment des questions peut-être pas aussi pointues qu'on pourrait l'attendre après ton exposé, mais d'abord, donc une question complètement générale, c'est tout ça sont des questions qui viennent probablement de collectivités locales ou d'industriels ou autres, et ça pourrait être intéressant que tu nous donnes une petite idée de la façon dont se passent les échanges. Est-ce qu'on vient vous trouver? Qu'est-ce qu'on vient vous proposer? Comment vous signez des contrats pour avoir pour travailler ce genre de choses? Et quelles sont les réactions des non-professionnels à ce type de résultats? Est-ce qu'ils s'intéressent juste aux résultats ou est-ce qu'ils veulent avoir une idée un petit peu des méthodes aussi? Est-ce qu'ils vont un petit peu dans le fond des choses ou est-ce qu'il suffit de leur montrer une vidéo? Ce type d'interaction. Oui, vas-y, je t'en prie, vas-y, réponds déjà. Je t'en prie, oui, bien sûr. Justement, j'ai le cas typique, par exemple, de la collaboration avec l'IRSN, hein, Institut Radio sur protection nucléaire en France, ils sont venus nous voir tout simplement après une conférence. Donc, bon, on participe bien sûr à des GDR, voilà, on présente nos travaux, nos publications, etc. Et bien, quand ils ont vu notamment la méthode de raffinement en 3D, le fait qu'on est capable d'utiliser ce type de méthode de raffinement de maillage tridimensionnel, donc, ils sont venus nous voir, simplement, on m'a contacté par mail, on m'a dit, voilà, ben, c'est très intéressé par... Alors, on m'a dit, bien sûr, on s'est croisé dans telle ou telle conférence, telle ou telle réunion, voilà, suite à ça, ben, est-ce qu'on peut établir des contrats pour, finalement, faire une sorte de transfert de technologie, c'est-à-dire votre méthodologie, on aimerait bien l'intégrer dans notre logiciel. Bon, par exemple, l'IRSN, ils ont un logiciel qui s'appelle Melody, qui était écrit en Fortran avec un maillage fixe, qui donnait des résultats pas mal, mais ils avaient besoin d'insérer là-dedans le raffinement dynamique de maillage, et entre autres avec critères basés a posteriori, donc en mathématiques, et ça a fait l'objet de plusieurs contrats pendant plusieurs années.
Et j'ai une question un peu plus mathématique, mais encore assez générale, avant de passer la parole aux autres participants. Tu as dit à un moment donné que donc, tu as fait la distinction entre la façon de raffiner le maillage selon qu'on le fait sur des critères physiques ou des critères mathématiques. Oui. Et vu de loin, c'est un petit peu bizarre de se dire que ça puisse ne pas être la même chose, puisqu'on étudie un système physique. S'il y a une bonne raison mathématique de faire quelque chose, c'est que derrière, il y a un phénomène physique sous-jacent. Est-ce que tu peux expliquer comment il se fait qu'il y ait cette distinction à faire? Très bonne question. Effectivement, alors, si tu veux, quand tu as un problème comme celui-ci, tu vois, ça, c'est un problème où le critère peut être très naturel, le critère physique, le taux de réaction chimique. D'accord? Les physiciens connaissent très bien le phénomène, ils savent qu'il est très localisé et que si on prend ça comme guide pour raffiner notre maillage, eh ben, ça va nous donner essentiellement la bonne région à raffiner et donc il n'y aura aucun souci avec ça. D'accord? Alors, ça, nous ne l'avons pas tout le temps parce que je peux avoir un problème multi-échelle complexe où les variations ne sont pas faciles à déceler simplement d'un point de vue physique, et où le fait de se baser sur des erreurs a posteriori, justement, qui prennent en compte tous les opérateurs, toutes les approximations que nous faisons dans l'approximation numérique, eh ben, ça peut s'avérer plus efficace parce que je peux avoir un problème, d'accord? Voilà, ici, je suis passé au problème global, voilà. Je peux avoir un problème de ce type-là avec éventuellement un terme source, mais qu'est-ce qui l'emporte le plus? Est-ce que c'est le terme source lui-même qui va guider le raffinement maillage ou plutôt cette partie-là, le terme de convection et sa discrétisation et l'erreur commise dans sa discrétisation? Eh bien, c'est pas certain. C'est pas clair, je veux dire. Qu'est-ce qui l'emporte le plus? Parce que finalement, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons avoir plus de mailles là où l'approximation numérique n'est pas suffisante, n'est pas... voilà, d'accord? C'est-à-dire que quand j'approche mon opérateur de convection, par exemple, si on prend un problème très simple, même scalaire, du sur dt plus c, du sur dx, ben on sait en fait que quand je fais un schéma à point général, en réalité, c'est l'équivalent d'un schéma qui serait d'ordre plus élevé, mais avec un terme de diffusion où apparaît le maillage. Donc, c'est clair qu'il y a une liaison directe entre la taille de la maille et le taux de diffusion numérique que j'introduis. D'accord? Donc, j'ai envie de réduire le maillage. Voilà. Là où l'approximation du terme de convection n'est pas assez élevée. Donc, c'est cet ordre d'idée-là, c'est-à-dire si j'attaque mes opérateurs un par un et que je réduis l'erreur, que je fais un estimateur d'erreur, mais il faut encore être capable de l'écrire. C'est-à-dire que ça n'a pas été fait comme ça tout de suite, parce que, bon, les estimateurs d'erreur a posteriori, c'est 2 décennies de travaux. Voilà, au départ, on s'attaquait juste à ça. Hein. On est loin de Navier-Stokes avec réaction chimique, là. Donc, il a fallu d'abord comprendre et développer de bons estimateurs d'erreur. Et petit à petit, les gens maintenant commencent à faire l'extension à des problèmes de convection de diffusion pour l'équation scalaire, ensuite pour le problème de Stokes, etc. etc. C'est-à-dire faire du raffinement basé sur les critères mathématiques, c'est quand même plus complexe d'un certain point de vue. Il faut les avoir, les estimateurs d'erreur. Et de bons estimateurs calculables en plus. D'ailleurs, un des intérêts de travaux de Voralik, c'est pour ça que je les cite là, c'est que ces constantes qui apparaissent là, justement, lui, il dit, elles sont parfaitement calculables. D'accord? Parce que c'est bien beau de dire mon erreur a posteriori, elle est inférieure à, voilà, cette quantité où il y a eu des constantes, mais si je n'ai pas... Tu ne connais pas la constante, oui. Voilà. donc, il manque un petit quelque chose, disons, oui. Voilà, le chemin est long. D'accord, merci. Non, professeur Faisal,
vous avez fait le tour d'horizon pour montrer l'utilisation du calcul scientifique pour la résolution de problèmes variés issus de la physique et bien sûr appliqués aux problèmes de l'industrie et de l'environnement. Aussi, vous avez mis l'accent sur l'utilité des méthodes numériques, plus spécialement la méthode des volumes finis, la méthode des caractéristiques et la méthode sans maillage. Vous avez cité aussi quelques applications récentes, notamment en écoulement des fluides non newtoniens. Donc, avant de poser ma question, je voudrais partager avec nos doctorants une remarque. J'ai remarqué que vous avez cité plusieurs résultats par ordre chronologique qui sont issus des travaux de recherche, des thèses des doctorants. Et je vous félicite pour ceci. Donc, je vais dire à nos doctorants qu'il faut travailler sérieusement car ils contribuent sérieusement dans le développement de la science en général. Alors, professeur Faisal, vous pouvez me corriger, hein, d'après mes connaissances, la méthode des volumes finis se base directement sur la forme dite forte de l'équation, de la solution de l'équation à résoudre. Alors que la méthode des éléments finis se fonde sur une formulation variationnelle de l'équation. Alors, lors de la résolution, est-ce que vous comparez ces deux méthodes, la méthode des volumes finis, des éléments finis? Alors, comment vous arrivez à choisir la bonne méthode numérique pour résoudre des problèmes qui modélisent bien sûr des phénomènes physiques? Alors, effectivement, je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus quand tu évoquais la méthode du volume fini, mais nous, l'intérêt principal de la méthode des volumes finis, c'est le fait qu'elle s'écrit naturellement sous forme conservative. C'est-à-dire que comme dans la physique, on conserve des quantités, finalement, écrire un système d'équations, ce n'est rien d'autre qu'écrire un système de lois, de balance equation, c'est-à-dire, le terme de gauche en tout cas, classiquement, c'est un terme de conservation. D'accord? Oui. Alors, la méthode des volumes finis s'écrit naturellement comme une méthode de conservation. C'est-à-dire qu'on est quelque part sûr que je n'aurai pas de perte de masse ou de perte d'énergie parce que la méthode est écrite pour, justement, conserver. Alors, il y a un transparent peut-être, comme j'ai évoqué, voilà. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a besoin de cette étape-là. Voilà. En gros, c'est ça. Admettez qu'il n'y a pas de terme source, c'est juste pour clarifier. Si j'ai un système purement conservatif, si vous avez, voilà. Oubliez tout le terme source ici. Prenez que ça. Bon, là, c'est typiquement un divergent égale 0, c'est-à-dire je conserve quelque chose. D'accord? Si je veux conserver, ben justement, c'est le fait que j'ai, in fine, cette forme conservative-là, il n'y a qu'à faire une somme sur les i, vous verrez que vous conservez finalement. Si vous faites la somme de WIN plus 1, vous trouverez que c'est égal à la somme de WIN, puisque ça va s'annuler de terme à terme. En gros, hein. Oui. Rapidement. Et donc voilà, elle s'écrit de manière naturelle sous forme conservative. Alors maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est fermé aux autres méthodes, loin de là. Ici, je n'ai pas eu le temps, par exemple, de parler ni de méthodes sans maillage, ni vraiment d'Galerkin discontinu. Alors que, par exemple, le travail du professeur Andran se fait plutôt en Galerkin discontinu, c'est-à-dire, en gros, des éléments finis discontinus. C'est-à-dire, on arrive à réécrire la méthode des éléments finis, mais de manière, finalement, à quelque part être conservatif. Je dis ça très rapidement et très approximativement, mais c'est un peu ça l'idée quand même. Sauf qu'après, derrière ça, il y a évidemment le coût de calcul, etc. Et là, il faut là aussi balancer. Il faut voir ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut payer pour obtenir quoi. Mais bon, on a d'autres méthodes. On peut combiner les méthodes d'ailleurs. On peut avoir un prédicteur élément fini, un correcteur volume fini. Enfin, vous pouvez tout faire en fait. On n'est fermé à rien du tout. Oui, oui. Merci Faisal. Il y a Aziz Moujed qui a levé la main, Benoît. Aziz Moujed. J'ai pas le. Oui. Aziz Moujed, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour. Tout d'abord, je remercie M. Khaldoun pour votre exposé clair, bien structuré. J'ai une petite remarque. Oui. Pour les problèmes qui sont réguliers. Donc, régulier chez les mathématiciens, c'est-à-dire admis une solution. Donc, dans ce cas,
peut appliquer, par exemple, les schémas numériques Oui, pour approcher la solution. oui, Dans le cas contraire, si on considère par exemple des problèmes non réguliers, c'est-à-dire qu'ils n'admettent pas des solutions mathématiques, oui, au sens mathématique. oui, Mais dans le cas réel, il y a des solutions. oui, Par exemple, l'équation de transport, par exemple, si on considère le problème initial, distribution non régulière, par exemple. mhm, Donc, dans ce cas, les théorèmes n'assurent pas que est-ce que ce problème admet des solutions ou pas. oui. Alors, ma question, est-ce qu'on peut, mais est-ce qu'on peut appliquer les schémas numériques malgré que ces problèmes n'admettent pas des solutions mathématiques? Alors, Ça est-ce sont- que, est-ce que les problèmes n'admettent pas de solutions mathématiques ou est-ce que on n'a pas encore pu montrer mathématiquement l'existence de solutions? Ce n'est pas la même chose. Soit, donc, voilà, pour cela, les théorèmes d'existence et d'unicité, il y a certaines conditions. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, donc on ne peut pas dire est-ce que ce genre de problème admis ou n'admet pas. voilà, Parce on ne peut pas dire, c'est ça. Alors, très bien. Donc, quand on ne peut pas Donc, dire, dans ce cas, pour les physiciens, il y a des solutions. Pour les voilà, physiciens, il y a des solutions. Donc, mathématiquement, est-ce qu'on peut appliquer les schémas numériques ou non? Sachant qu'on ne sait pas mathématiquement est-ce qu'il y a des solutions ou non. oui, ben justement, j'ai bien compris, c'est une très bonne question. Et la réponse est simplement que Merci. effectivement, Merci. mais bien, je vous en prie, donc effectivement, nous, d'où l'intérêt de l'interaction et de travailler avec les physiciens, etc., c'est que nous faisons ce que nous pouvons faire de mieux. C'est-à-dire que quand je travaille avec un professeur Borghi, qui est un chercheur éminent en conditions, qui est à la retraite maintenant, ben, lui, il est physicien, il sait très bien que son problème a une solution. Encore faut-il modéliser par le bon système d'équations, mais on admet que les physiciens savent de quoi ils parlent, ils écrivent les bonnes équations. Eh ben, nous mettons en œuvre nos méthodologies pour lesquelles nous pouvons prouver un certain nombre de résultats de convergence-stabilité, justement dans le cas régulier, dans le cas où nous savons dire qu'il y a une solution. Et nous estimons que nous avons la meilleure chance possible pour que ces schémas numériques donnent de bonnes solutions. Mais plus que cela, je ne l'ai pas montré ici, mais nous le faisons souvent, nous comparons les résultats numériques avec des résultats expérimentaux. Hein. La plupart du temps, nous comparons ce que nous trouvons numériquement avec des résultats, par exemple, soit de laboratoire, soit carrément de terrain, c'est-à-dire on va avoir la valeur de la pression qui a été collectée, la valeur de la densité qui a été collectée en certains points du domaine, et on compare avec notre schéma, avec les résultats numériques, et on constate que nous sommes proches de la physique, de la réalité physique, des résultats obtenus. Voilà. Benoît, vous la parole. Alors, je n'ai pas d'autres questions sur le chat pour l'instant. Il n'y a personne qui ne lève la main, à part Aziz qui l'a pas baissé. Il y a professeur Jbali. Il y a professeur Jbali qui lève la main. Professeur Jbali, Naji Jbali. Ah oui, sur le chat. Merci, Madame professeur Arij. D'abord, un grand merci au professeur Faisal Khaldoun pour cette belle conférence qui est le fruit de plus de 2 décennies de travail continu. Ce sont des sujets réels très importants. Moi, j'aimerais attirer l'attention aux gens qui assistent à cette conférence, c'est d'essayer d'expliquer l'effort fourni pour pouvoir arriver à ces résultats, soit au niveau mathématique, soit au niveau informatique, parce qu'il y a un effort de programmation considérable là-dessus, et il y a plusieurs sujets, et j'aimerais bien
que vous précisez, monsieur le conférencier, si le temps le permet, c'est d'essayer de, problème par problème, est-ce que vous avez utilisé le même langage de programmation ou bien divers langages de programmation? Oui, Ici, ce que je peux noter, c'est à l'intérieur, il y a beaucoup de mathématiques cachées. Il y a oui. beaucoup de mathématiques cachées que si vous n'êtes pas spécialiste, on ne peut pas ressentir le côté mathématique derrière. Donc, ici, il y a, je note la résolution des grands systèmes. Donc, chaque fois, on est affronté à des difficultés supplémentaires qui s'imposent sujet par sujet. Absolument. Donc, si un doctorant veut aborder l'un de ces sujets, quel conseil vous pouvez lui donner parce qu'il y a plusieurs aspects là-dessus. Il y a les problèmes hyperboliques, il y a les problèmes paraboliques, il y a le problème de multigrille aussi. Donc, il y a plusieurs aspects dans cette belle conférence. Merci, M. Benkhadou. Merci. Eh ben, pour répondre sur l'aspect, en tout cas, langage et effort de programmation, je ne peux que confirmer que l'effort de programmation qu'il y a derrière ça, du choix de langage, mais aussi de l'algorithmique qu'il y a derrière, qu'avant de commencer à programmer, on écrit des algorithmes et on essaie de les écrire proprement et que ça peut prendre beaucoup de temps. Au-delà de ça, oui, effectivement, déjà un petit parcours rapide pour parler des langages. Par exemple, tous ces travaux-là, c'est du code Fortran hein, qu'on a simplement adapté en prenant les versions les plus récentes à chaque fois du Fortran en question. Ici, on a commencé à utiliser à la fois les codes Fortran et C++, puisqu'on a écrit une plateforme que j'ai évoquée tout à l'heure, qui adapte, qui est écrite en C++, donc 3D, raffinement de maillage, et maintenant avec le travail de matrice amie parallèle aussi. Donc tout ça, c'est C++, là c'est de l'analyse. Ici, on a du MATLAB, par exemple, c'était la thèse de Tarek Goudi, et bon, il y avait pas mal de travail plutôt d'analyse et de géométrie algorithmique, donc le travail déjà au niveau MATLAB était conséquent et lourd et profond, mais ça nous a donné en même temps, ça nous a donné une plateforme MATLAB vraiment utile maintenant et qui continue d'être utilisée et qui génère même des contrats, et c'était pas un travail pour rien. Ça, c'est pareil, MATLAB, Python, je pense que là, il y a un peu les deux. Et maintenant, on dérive vers Python. On suit un petit peu le mouvement. Hein, on commence à plus s'orienter vers Python. Donc ça, c'est en termes de langage. Parce que, bon, je le dis au passage, Python est quand même très puissant hein, pour les jeunes qui veulent maintenant s'y mettre. Je ne peux que effectivement les encourager. S'ils veulent partir, comme on dit, from scratch, c'est-à-dire qu'il n'y a encore rien, encore pas de code ni rien, et qu'ils veulent écrire quelque chose, qu'ils l'écrivent en Python parce qu'il a des aspects vraiment très avancés. Voilà, donc effectivement, il faut bien avoir conscience que le travail de numéricien est un travail qui implique tout ça, une ouverture bien sûr d'esprit, parce qu'il faut savoir discuter avec les physiciens, je pense que tout le monde maintenant l'a compris, avec les informaticiens quand cela se pose, avec aussi les collègues qui font de l'analyse, qui font que ça, hein. Voilà, il faut savoir comprendre un petit peu aussi ce qu'ils disent quand ils parlent d'existence, unicité, régularité. On ne peut pas faire l'impasse sur ça, on ne peut pas commencer à écrire des schémas sans se poser un minimum de questions. Donc effectivement, il faut interagir. C'est important d'interagir et d'être prêt à consentir cet effort de discuter, disons de sortir un peu de sa zone de confort, comme j'ai tendance à le dire, hein, et d'aller un peu comprendre l'autre, assister à des conférences un peu colorées, en sciences des données peut-être, en ceci, en cela, en système dynamique, voilà, un peu en tout, hein, en fait. Mais c'est effectivement via cet effort-là qu'on arrive un petit peu à décliner ces travaux-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou pas. Oui, merci. Oui.
Professeur Faisal? Oui. Benoît? Oui. Avons-nous d'autres questions? Y a-t-il des gens qui veulent? Vous pouvez lever la main ou écrire. Alors, ou écrire votre question dans le chat. Pour l'instant, il n'y en a pas. Professeur Farahi, est-ce qu'il y a d'autres Oui. questions sur le Facebook? Non, nous n'avons pas d'autres questions. Voilà. D'accord, merci. Donc, Benoît, ça fait 1h30 qu'on est connecté. Oui. Donc, on doit clôturer. Donc, nous remercions vivement le professeur Faisal Ben Khaldoun pour cette conférence très, très riche, vraiment, qui nous a permis de découvrir plusieurs méthodes numériques qui sont très, très efficaces et bien sûr qui ont des applications dans plusieurs domaines, surtout les domaines physiques, et sur les écoulements des fluides, par exemple, non newtoniens. Alors, merci encore une fois, professeur Faisal. Je remercie aussi le professeur Benoît Rito, je remercie le professeur Farahi, le professeur Chibali, tous les professeurs qui assistent, tous les doctorants, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec le professeur Damir Knizebulatov de l'Université Laval, Québec, Canada, sous le thème « Noyau de la chaleur, probabilité et singularité ». Donc, la prochaine semaine, le 5 mai, mercredi 5 mai 2021, avec le professeur Damir Knizebulatov. Alors, au revoir. Professeur Faisal, vous avez une chose à dire, un dernier mot? Un dernier mot, c'est je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir invité. J'étais très honoré. Et je remercie tous les participants. Et encore une fois, je m'excuse si je n'ai pas cité tous les collègues qui ont eu une part importante dans ces travaux, mais vous aurez compris, c'est évidemment à ce prix-là qu'on arrive à avoir des résultats, c'est en collaborant et en étant à plusieurs à viser le même objectif. Donc, merci à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Merci à vous aussi. Alors, on voit que vous avez fait un travail d'équipe, c'est très intéressant. C'est pour ça que je dis à nos doctorants qu'il faut travailler toujours en équipe, il faut toujours assister aux conférences. Déjà, vous avez donné plusieurs conseils à nos doctorants et moi, j'insiste sur ceci. Il faut toujours faire plusieurs choses, il faut diversifier pour bien sûr contribuer à développer la science. Donc, au revoir à tous. Au mercredi prochain. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Benoît. Merci. Au revoir, c'est Au revoir à tous. Au revoir à tous. Au revoir.